Oh, mais le théâtre, c'est facile. Tu me parles, je t'écoute, je te réponds. Comme le disait Jouvet, un objet qui soit comme un vrai objet, mais qui soit faux, c'est le véritable vrai, c'est la vérité du théâtre. Nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont faits. Notre petite vie est entourée de sommeil. Associer Musset et Labiche n'est pas si étonnant ni contradictoire qu'on pourrait le croire. D'abord, ce sont deux poètes, même si ce terme paraît plus surprenant pour Labiche. Enfin, Labiche, on en reparlera tout à l'heure. Il ne faut pas non plus oublier qu'ils sont exactement contemporains. Quand je pense au nombre de gens, quand j'ai monté des vaudevilles, qui me disent « Alors, pour des gens de la même époque, qu'est-ce que vous préférez, Feydeau ou Labiche ?» Non. L'un était à peine né quand l'autre mourait. Non. Labiche, ce qui est très étonnant, c'est qu'il couvre tout le 19e siècle romantique. Et son cas est unique en tant que style d'auteur. Ils sont exactement contemporains, Musset et lui, puisque Musset est né en 1810, Labiche en 1815, et que Musset étant mort assez jeune, en 57, Labiche lui a survécu jusqu'en 1988. C'est amusant de penser comme on cloisonne en général les choses, alors qu'en fait, Labiche, ce grand Labiche, est mort 3 ans après la mort de Hugo et la naissance de Sacha Guitry. Et puis, ce qui les réunit aussi, Musset et Labiche, c'est que ce sont, à mon sens, et je l'ai expérimenté, les deux auteurs les plus durs à jouer pour des comédiens. À jouer bien, naturellement, pour des raisons différentes. Les plus durs avec Jules Renard et Courteline, parce que Racine et Marivaux, c'est encore à part, on en a déjà parlé. Alors, ne soyez pas étonnés, je vous le dis tout de suite, si vous me voyez jongler tout à l'heure avec 3 brochures, parce que ça, c'est une chose qu'on doit à Paul de Musset, le frère d'Alfred, qui, après la mort de son frère, pour que les œuvres soient plus facilement représentables, a fait très souvent un tripatouillage épouvantable. Ça devient un puzzle incroyable, il y a des scènes coupées, des scènes changées de place, enfin c'est assez scandaleux. Alors on essaye de s'y retrouver comme ça, et moi, grâce au ciel, j'ai pu refondre tout ça grâce aux archives de la Comédie Française, et c'était le texte dans lequel la pièce était montée au français. Et puis donc moi, je la sais presque par cœur. C'est beau cette expression par cœur, hein. Ça veut dire qu'on a dans le cœur précisément, parce que c'est une des pièces que je porte en moi depuis mon plus jeune âge d'apprenti comédien. Il y a des œuvres comme ça qui nous choisissent. J'avais
15 ans, oui, à peine 15 ans, j'étais au cours de Julien Berthaud, et il le jouait au français dans sa mise en scène et dans un décor ravissant de Madame Lalique, dont on a déjà parlé pour Amphitryon. Il y avait de bons comédiens dans la distribution, Monsieur Dinès, qui était délicieusement effrayant dans Tibia, Madame Bovy dans Hermia, cette ancienne Marianne, Madame Kerjean. Mais alors lui, Julien Berthaud, était absolument extraordinaire. C'était son meilleur rôle, on y reviendra au moment de parler de l'interprétation. Mais pour l'instant, retournons à son cours, où il y avait une comédienne, une jeune comédienne admirable à tout point de vue, qui a été la première grande et meilleure amie dans ce métier. Je lui suis resté fidèle jusqu'à sa mort. Et elle avait décidé de monter Les Caprices de Marianne, sans savoir d'abord tout de suite où on le jouerait, mais c'était une pièce qui la fascinait. Elle avait envie de jouer Marianne, naturellement. Alors, elle a fait une distribution avec les gens du cours. Elle m'avait demandé à moi, 14 ans et 10 mois, de jouer Celio. Et puis, elle avait distribué un petit peu comme ça les rôles à nos camarades. Elle avait aussi distribué Ma chère maman pour coudre les costumes, car tout ça était entièrement de notre fête. Et je revois maman là-bas, dans notre pavillon, sur sa vieille singère, en train de faire les costumes romantiques de son fils. Seulement, il nous manquait toujours Octave. C'est quand même important, parce que c'est le rôle essentiel. Alors, un soir, on va dans la loge de Julien, à la Comédie Française, et on lui dit, voilà ce qu'on veut faire, mais on n'a pas d'Octave. Qui pourrions-nous prendre? Et il nous dit du tac au tac, moi. On était éberlués, c'était tout lui, ça. Je ne connais pas beaucoup de gens qui l'eussent fait, ni qui le feraient encore. Et je comprends, moi, pour l'avoir fait souvent, ce que ça pouvait avoir de séduisant pour lui, de jouer au milieu de ces jeunes, de ces enfants. Si bien que j'avais donc 15 ans, lui 40, mais il en paraissait à peine 30, et il était renversant de séduction. D'ailleurs, je pense qu'avec cette camarade de cour, Carmen, ils avaient eu une petite liaison ensemble. Il avait cette voix noire et cet œil noir aussi, dont on a un souvenir pour ceux qui ont vu le film de Christian Jacques, Carmen, avec la superbe Viviane Romance. C'est lui qui jouait Escamillo, le toréador. C'est en fait mon premier grand souvenir de théâtre, cette représentation unique qu'on a donnée dans ce qui s'appelait la salle d'Iéna. Je ne sais pas s'il existe encore, mais chaque fois que je passe dans ce quartier, c'est même très étonnant, en passant sur le trottoir, devant l'endroit où était cette salle, elle n'existe peut-être plus, non seulement j'ai les mêmes palpitations, mais je retrouve immédiatement cette odeur qu'il y avait sur les planches, ce mélange de colophane et de poussière. Et puis, ça a été aussi, sans que je l'eusse suscité, on est venu me le demander, ça a été ma première mise en scène. Et là, j'ai eu la joie de diriger dans le rôle d'Hermilla, avant qu'elle ne disparaisse, la merveilleuse Jeanne Provost, dont je vous ai parlé déjà, pour Célimène, entre autres. Et puis, 10 ans après, on m'a à nouveau demandé de la mettre en scène à la Comédie Française. C'est sans doute la pièce de Musset, dans son répertoire tragique, bien sûr, la plus dense, la plus violente, la plus brûlante, je dirais. C'est une flamme, c'est une torche, cette pièce d'un incendie. En 1h07, tout est consumé, tout est consommé. Avec ce raffinement et cette cruauté du XVIe siècle italien, ça pourrait donner lieu à un film extraordinaire de Visconti. Et alors, on fait quelquefois des erreurs, on a fait des erreurs monumentales de mise en scène, parce que je ne parle pas naturellement des calamités dont Musset ou autres sur nos scènes, subventionnées ou non, sont atteints depuis une trentaine d'années. Ils sont victimes eux aussi de cet univers de béton et de bêtises. Ça me fait penser à la phrase de Voltaire. Pensez qu'il disait déjà ça il y a 200 ans, ça annonçait bien notre époque. Il disait « La décadence est le produit de la satiété du beau et du goût du bizarre. » Vous regardez autour de vous dans la rue. Alors, extrayons-nous de cette décadence
Et revenons-en à une chose qui m'a toujours étonné, parce que l'erreur dont je vais vous parler est important pour situer la pièce, qu'on en parle, a été le fait de quelqu'un de grand talent, de grande culture, mais que son esthétisme dévoyait très souvent. Il s'agit de Gaston Batty, qui a été pourtant un des grands du siècle, un homme du cartel. Alors je ne sais pas si c'était pour privilégier Marguerite Jamois, qui était sa compagne, parce que la mode en question lui allait mieux, mais au lieu de monter la pièce telle que le veut, telle que l'exige Musset dans la Renaissance italienne, il y a comme ça qu'elle a un sens, il l'avait montée romantique en Île-de-France, absolument comme s'il montait Badine. Alors imaginez ce que ça donnerait si on montait Badine en Renaissance italienne. C'est un contresens inimaginable. D'abord, je le répète, parce que Musset l'a voulu, il savait ce qu'il voulait. C'est déjà suffisamment difficile d'être fidèle. Je suis toujours indigné quand on passe outre les volontés d'un mort. En plus, c'est facile à ce moment-là. Tout indique dans cette pièce que cette cruauté juteuse, quasi shakespearienne, où le meurtre est si facile, ne peut se passer que dans la Naples de cette époque-là, en plein carnaval. D'ailleurs, la pièce est en permanence soutenue par la musique qui est en contrebas, sauf tout d'un coup la scène d'intérieur qui se passe chez Hermilla, mais sinon tout le reste c'est sur la place publique et on entend comme ça le carnaval qui nous parvient, les tarentelles, tout ce qu'on veut, un petit peu imaginer. C'est ça qui met en valeur ces intrigues amoureuses entre les trois principaux personnages. Imaginez la fin en particulier de ce fabuleux chef-d'œuvre, ce grand film de Jacques Prévert, Les Enfants du Paradis, lorsque on suit les héros qui se séparent, qui se déchirent, qui se retrouvent, qui se perdent, et que tout ça est au milieu de la foule bigarrée, exubérante, indifférente, ça vous broie le cœur. À ce propos, Pierre Brasseur, qui jouait dans Les Enfants du Paradis, aurait été un magistral, un exemplaire Octave, lui aussi. Et puis, l'erreur de présenter cette pièce dans un autre style que celui voulu par l'auteur, c'est que tous les fantoches qui entourent les personnages centraux, dans Badine, ce sont des témoins impuissants, tandis que dans les Caprices, ce sont eux les instruments du destin. D'ailleurs, la pièce pourrait s'appeler Le jeu de l'amour et de la mort. Non, ça, le titre a été pris après pour une très mauvaise pièce de Romain Rolland. Donc je vous disais que Musset est l'auteur le plus difficile, avec les quelques autres que j'ai cités, d'abord parce que c'est d'une forme tellement elliptique, avec une irisation des sentiments extraordinaires, c'est profond, c'est violent, c'est tragique, et c'est traduit dans une langue suprêmement élégante, chantournée, qui s'enivre d'elle-même. Ce sont des œuvres dures qu'il faut traduire avec légèreté. Plus encore, qu'il ne faut pas traduire du tout, quelquefois. Je veux dire par là que tout l'essentiel est dans des points de suspension de la sensation, dans Fantasio, parce que c'est tout à fait évident pour un comédien. Il y a ce qui est écrit, ce code dont je vous ai déjà parlé, et puis il faut en arriver à dire les quelques mots qui se formulent pour le comédien en étant passé par des non-dits, et puis une envie de dire, puis de ne pas dire, etc., pour justifier d'en arriver enfin à ce qui avait été écrit. Il faut une légèreté, vraiment une vertu de légèreté extraordinaire, pour qui, naturellement, selon le mot merveilleux de M. de Monterland, ne tolère que la perfection. Et puis, il faut surveiller les erreurs d'interprétation qu'on a faites si souvent. Bon, Marianne, c'est un rôle admirable que toutes les femmes ont envie de jouer, même quand elles n'ont plus l'âge. Il y a une grande délicatesse d'exécution, mais elle est plus évidente en elle-même. Elle est moins complexe que Camille de Badine. Je ne veux pas dire qu'elle nous intéresse moins, mais enfin, les deux personnages qui nous captivent, c'est ce personnage à deux têtes, qui est Célio et Octave. Il y a toujours d'ailleurs ce double visage chez Musset. Il est toujours double dans ces personnages. Souvenez-vous de La Nuit de décembre, un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. C'est exactement ce que pourrait dire Octave de Célio. Alors les erreurs qu'on fait pour Célio, c'est de trop le pleurer en général. Bien sûr qu'il souffre, bien sûr qu'il
et il subit mort et martyr. Enfin, c'est pas un ectoplasme, hein, il n'est pas sorti du ventre de sa mère comme ça, avec son âme bandoulière, non. D'autant que, et ça c'est très étonnant comme jeune premier, c'est assez rare, il le dit lui-même d'ailleurs, il est maladroit, il ne sait pas se révéler, il ne sait pas s'offrir, mais il sait agir, en revanche. Et il le dit, je sais agir, je ne sais pas parler, et je mourrai sans m'être fait comprendre comme un muet dans une prison. Quant à Octave, alors on a fait toutes les erreurs, c'est pour ça, moi, quand j'ai vu Julien Berthaud, ça a été l'immense révélation, parce que c'est pas un arlequin. Quand je pense qu'on le distribue, ou à des petits jeunes gens comme ça, qui font le mariole, sous prétexte qu'il est déguisé, qu'ils ont tous les dominos du carnaval, alors il s'enivre, il s'étourdit. Il ne faut pas oublier que c'est un ancien Tchélio, comme Philinte est un ancien Alceste, et comme il n'est pas mort de toutes les souffrances qu'il a subies à l'époque de sa tendresse et de sa vulnérabilité, bah, il vit une espèce de suicide quotidien. C'est quelqu'un de complètement lézardé, il est abîmé. Je pense toujours, quand je pense à Octave, d'ailleurs c'était aussi son contemporain, à Musset, je pense à Baudelaire et à cette notion de spleen. Et on revoit Musset, on est bien loin du page de Veria qui écrivait à quoi rêve les jeunes filles. Musset dans sa chambre, tapissé de noir, atteint par la syphilis, toujours au bord de l'évanouissement, une espèce de cloche fêlée, justement, à la Baudelaire. Vous savez, ce sonnet qui commence par « Moi, mon âme est fêlée ». Et ça, on le sent dans la dernière scène des Caprices, que l'on coupe quelquefois, c'est une honte. C'est un débauché, c'est un libertin, un petit peu comme Lorenzaccio, dont le meurtre qu'il va accomplir est la seule chose qui le rattache encore à sa vertu. Pour Octave, la seule chose qui le tienne en vie, c'est la pureté de Tchélio qu'il considère comme un autre lui-même. C'est tout à fait le personnage, Octave, de ce merveilleux poème de Baudelaire, Les Hautes Intimorumenos, vampire de soi-même, un de ces grands abandonnés au rire éternel, condamnés et qui ne savent plus sourire. Alors c'est pour toutes ces raisons que Berthaud était divin, il était bouleversant, il avait toute la fantaisie douloureuse, lasse, désœuvrée du personnage, et en même temps il y avait une espèce de vie dans lui. On imaginait très bien comment il aurait pu dire, parce qu'il le jouait comme ça, c'est la plus belle scène du rôle, quand il envoie Tchélio à Marianne, qu'il se sacrifie en quelque sorte. On imagine comment il aurait dit la dernière phrase, cette phrase étonnante, aussi bien sur le plan syntaxe que sur le plan invention, de Lorenzaccio, lorsqu'il vient d'accomplir son meurtre, et qu'il dit, en s'adressant au ciel, « Respire, cœur navré de joie ». C'est toute l'interprétation de Berthaud dans Octave. Alors, vous imaginez bien, n'est-ce pas, le décor de Madame Lalique. On est au haut de la ville, on est au haut des ruelles de Naples. Il y a le Vésuve, il y a l'auberge avec sa treille, il y a en plein milieu de la scène la grille du jardin de la propriété de Marianne et de son mari, Claudio, le podestat, qui est la charge la plus importante de la ville. Et puis chez Herbilla, un endroit très élégant mais plus intime, plus calfeutré. Tout cela soutenu naturellement par une musique effrénée en contrepoint et des cloches aussi en permanence. Les cloches quand Marianne se rend à l'église, les cloches quand Marianne sort de l'église et rentre chez elle, les cloches quand elle va à Vêpres, les cloches quand elle en revient. C'est un contrepoint aussi très important. Alors, quand le rideau se lève, il y a les cloches. On attend, c'est le petit jour, la sortie de Marianne pour qu'elle aille à la messe. Et quand elle sort de la grille, belle, glacée, avec son missel à la main, Chiuta, la vieille entremetteuse, se précipite vers elle et lui dit « Ma belle dame, puis-je vous dire un mot ?» Que voulez-vous? Un jeune homme de cette ville est éperdument amoureux de vous. Depuis un mois entier, il cherche vainement l'occasion de vous l'apprendre. Son nom est Tchélio. Il est d'une noble famille et d'une figure distinguée. En voilà assez.
Dites à celui qui vous envoie qu'il perd son temps et sa peine. Mais que s'il a l'audace de me faire entendre une seconde fois un pareil langage, j'en instruirai mon mari. Et elle passe très digne. Celio bondit d'un coin de la place où il s'était dissimulé. Eh bien, Ciuta, qu'a-t-elle dit? Plus dévote et plus orgueilleuse que jamais. Elle instruira son mari, dit-elle, si on la poursuit plus longtemps. Oh, malheureux que je suis, je n'ai plus qu'à mourir. Ah, la plus cruelle de toutes les femmes. Que me conseilles-tu, Ciuta? Quelle ressource puis-je encore trouver? Je vous conseille d'abord de ne pas rester là, car voici son mari qui vient de ce côté. Celio s'écarte, elle aussi. Et entre donc Claudio, énorme, avec la robe de son emploi, énorme, grande, jusqu'au sol, robe rouge, tout entourée d'hermine, et il a derrière lui son âme damnée, Tibia. La trouvaille de ce nom est incroyable. Petit bonhomme chafouin, tout tordu. On peut imaginer Peter Lorre, oui, dans M le maudit, ou Arsenic et vieille dentelle, personnage affreux, un délicieux sadique. Et ils viennent se placer au milieu du plateau. Es-tu mon fidèle serviteur, mon valet de chambre dévoué? Apprends que j'aime me venger d'un outrage. Moi-même, puisque ces impudentes guitares ne cessent de murmurer sous les fenêtres de ma femme. Mais patience, tout n'est pas fini. Il aperçoit Ciuta, Celio. Écoute un peu de ce côté-ci. Voilà du monde qui pourrait nous entendre. Tu m'iras chercher ce soir le spadassin que je t'ai dit. Pourquoi faire, monsieur? Je crois que Marianne a des amants. Ah, vous croyez, monsieur? Oui, il y a autour de ma maison une odeur d'amant. Personne ne passe naturellement devant ma porte. Il y pleut des guitares et des entremetteuses. Est-ce que vous pouvez empêcher qu'on donne des sérénades à votre femme? Non. Je suis posté un homme derrière la grille et me débarrasser du premier qui entrera. Votre femme n'a pas d'amant. C'est comme si vous disiez que j'ai des maîtresses. Pourquoi n'en aurais-tu pas, Tibia? Tu es fort laid, mais tu as beaucoup d'esprit. J'en conviens, j'en conviens. Regarde, Tibia, tu en conviens toi-même. Il n'en faut plus douter, mon déshonneur est public. Mais pourquoi public? Je te dis qu'il est public. Mais monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu dans toute la ville. Elle ne voit personne. Elle ne sort de chez elle que pour aller à la messe. Laisse-moi faire. Je ne me sens pas de colère. Après tous les cadeaux qu'elle a reçus de moi, oui, Tibia, je machine en ce moment une épouvantable trame et me sens prêt de mourir de douleur. Oh, oh, que non. Quand je te dis quelque chose, il me ferait le plaisir de le croire. Et ils sortent tous les deux redoutablement imbéciles. Celio réapparaît, se cloue presque à la grille de Marianne. Malheur à celui qui, au milieu de la jeunesse, s'abandonne à un amour sans espoir. Malheur à celui qui se livre à une douce rêverie avant de savoir où sa chimère le mène. Et s'il peut être payé de retour, mollement couché dans une barque, il s'éloigne peu à peu de la rive. Il aperçoit au loin des plaines enchantées, de vertes prairies, et le mirage léger de son Eldorado. Les flots l'entraînent en silence. Et quand la réalité le réveille, il est aussi loin du but où il aspire que du rivage qu'il a quitté. Il ne peut plus ni poursuivre sa route, ni revenir sur ses pas. On entend des instruments, des cris, des voix, des rires. Mais quelle est cette mascarade? N'est-ce pas Octave que j'aperçois? Octave arrive, suivi par quelques autres masques et dominos. Il a son long domino ouvert sur son costume noir, un loup sur le visage et une batte d'arlequin à la main. La mascarade envahit le plateau et puis lui, il les chasse. Assez, mes amis, assez. Allez, retournez au logis. Allez. Il retire son masque, il est seul, sous le petit jour blafard. Et il nous dit, assez raclé pour aujourd'hui. Puis il aperçoit Celio, son visage s'illumine, et lui tend les bras. Celio s'y précipite. Comment se porte, mon bon monsieur, cette gracieuse mélancolie? Octave, oh,
fou que tu es. Tu as un pied de rouge sur les joues. D'où te vient cet accoutrement? N'as-tu pas de honte en plein jour? Ah, Celio, fou que tu es. Tu as un pied de blanc sur les joues. D'où te vient ce large habit noir? N'as-tu pas de honte en plein carnaval? Ou tu es gris, ou je le suis moi-même. Ou tu es amoureux, ou je le suis moi-même. Plus que jamais de la belle Marianne. Plus que jamais de vin de Chypre. J'allais chez toi quand je t'ai rencontré. Ben moi aussi, j'allais chez moi. Comment se porte ma maison? Il y a 8 jours que je ne l'ai vue. J'ai un service à te demander. Parle, Celio, mon cher enfant. Veux-tu de l'argent? J'en ai plus. Veux-tu des conseils? Je suis ivre. Veux-tu mon épée? Voilà une batte d'arlequin. Parle, parle, dispose de moi. Combien de temps cela durera-t-il? 8 jours hors de chez toi. Tu te tueras, Octave. Jamais de ma propre main. Mon ami, jamais. J'aimerais mieux mourir que d'attenter à mes jours. Et n'est-ce pas un suicide comme un autre que la vie que tu mènes, figure-toi? Un danseur de cordes, en brodequin d'argent, le balancier au poing, suspendu entre le ciel et la terre, à droite et à gauche de vieilles petites figures racornies, de maigres et pâles fantômes, des créanciers agiles, des parents, des courtisanes, toute une légion de monstres se suspendent à son manteau et de tiraillent de tous côtés pour lui faire perdre l'équilibre. Des phrases redondantes, de grands mots enchâssés, cavalcades autour de lui, une nuée de prédictions sinistres. L'aveugle de ses ailes noires, il continue sa course légère de l'Orient à l'Occident. S'il regarde en bas, la tête lui tourne. S'il regarde en haut, le pied lui manque. Il va plus vite que le vent, et toutes les mains tendues autour de lui ne lui feront pas renverser une coupe, la coupe joyeuse qu'il porte à la sienne. Voilà. Ma vie, mon cher ami. C'est ma fidèle image que tu vois, que tu es heureux d'être fou, que tu es fou de ne pas être heureux. Dis-moi un peu, toi, qu'est-ce qui te manque? Il me manque le repos, la douce insouciance qui fait de la vie un miroir où tous les objets se peignent un instant et sur lequel tout glisse. Une dette. Pour moi est un remords, l'amour, dont vous autres faites un passe-temps, trouble ma vie entière. Ah, mon ami, tu ignoreras toujours ce que c'est qu'aimer comme moi. Mon cabinet d'études est désert depuis 1 mois. J'erre autour de cette maison, la nuit et le jour. Quel charme j'éprouve au lever de la lune, à conduire sous ces petits arbres au fond de cette place mon cœur modeste de musicien, à marquer moi-même la mesure, à les entendre chanter la beauté de Marianne. Jamais elle n'a paru à sa fenêtre. Jamais elle n'est venue appuyer son front charmant sur sa jalousie. Qui est cette Marianne? Est-ce que c'est ma cousine? Oui, c'est elle-même, la femme du vieux Claudio. Oh, je ne l'ai jamais vue, mais à coup sûr, elle est ma cousine. Ma Claudio est fait exprès. Confie-moi tes intérêts, Celio. Tous les moyens que j'ai tentés pour lui faire connaître mon amour ont été inutiles. Elle sort du couvent, elle aime son mari et respecte ses devoirs. Sa porte est fermée à tous les jeunes gens de la ville et personne ne peut l'approcher. Ouais. Est-elle jolie? Oh, sauf que je suis. Tu l'aimes, ça n'importe guère. Que pourrions-nous imaginer? Faut-il te parler franchement? Ne te riras-tu pas de moi? Laisse-moi rire de toi. Il le prend dans ses bras et parle franchement. En ta qualité de parent, tu dois être reçu dans la maison. Oh, suis-je reçu? Je n'en sais rien. Admettons que je suis reçu. À te dire vrai, il y a une grande différence entre mon auguste famille et une botte d'asperges. Nous ne formons pas un faisceau bien serré, et nous ne tenons guère les uns aux autres que par écrit. Cependant, Marianne connaît mon nom. Faut-il lui parler en ta faveur? Mais 20 fois j'ai tenté de l'aborder. 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en approchant d'elle. J'ai été forcé de lui envoyer la vieille chute. Quand je la vois, ma gorge se serre et j'étouffe. Comme si mon cœur se soulevait jusqu'à mes lèvres. J'ai éprouvé ça. C'est ainsi qu'au fond des forêts, lorsqu'une biche avance à petits pas sur les feuilles sèches, que le chasseur entend les bruyères glisser sur ses flancs inquiets, comme le frôlement d'une robe légère, les battements de cœur le prennent malgré lui. Il soulève son arme en silence, sans faire un pas, sans respirer. Pourquoi donc suis-je ainsi? N'est-ce pas une vieille maxime parmi les libertins que toutes les femmes se ressemblent? Pourquoi donc y a-t-il si peu d'amour qui se ressemble? En vérité, je ne saurais aimer cette femme comme toi, Octave, tu l'aimerais. Comme j'en aimerais une autre.
Qu'est-ce donc pourtant que tout cela? 2 yeux bleus, 2 lèvres vermeilles, une robe blanche et 2 blanches mains. Pourquoi ce qui te rendrait joyeuse et empressée, ce qui t'attirerait, toi, comme l'aiguille aimantée attire le fer, me rend-il triste et immobile? Oh, qui pourrait dire ceci est gai ou triste? Ta réalité n'est qu'une ombre. Appelle imagination ou folie ce qui la divinise. Alors la folie est la beauté elle-même. Chaque homme marche enveloppé d'un réseau transparent qui le couvre de la tête aux pieds. Il croit voir des bois et des fleuves, des visages divins. Et l'universelle nature se teint sous ses regards des nuances infinies du tissu magique. Octave, Octave, viens à mon secours. Ah. J'aime ton amour, Celio. Il divague dans ta cervelle comme un flacon syracusain. Donne-moi la main. Je viens à ton secours. Attends un peu, l'air me frappe au visage et les idées me reviennent. Je connais cette Marianne. Elle me déteste fort, sans m'avoir jamais vu. C'est une mince poupée qui marmotte des avets sans fin. Fais ce que tu voudras, mais ne me trompe pas. Je t'en conjure. Il est aisé de me tromper. Je ne sais pas me défier d'une action que je ne voudrais pas faire moi-même. Si tu escaladais les murs... Entre elle et moi est une muraille imaginaire que je n'ai pu escalader. Si tu lui écrivais, mais elle déchire mes lettres, vous me les renvoie. Si tu en aimais une autre, et viens avec moi chez Rosalinde. Le souffle de ma vie est à Marianne. Elle peut d'un mot de ses lèvres l'anéantir ou l'embraser. Vivre pour une autre me serait plus difficile que de mourir pour elle, où je réussirais, où je me tuerais. Silence. Et voici qu'il détourne la rue. Retire-toi. Je vais l'aborder. Mais penses-tu dans l'équipage de voilà, essuie-toi le visage, l'air d'un fou. Bon, très bien, ouais, voilà qui est fait. La folie et moi, mon cher Celio, nous sommes trop chers l'un à l'autre pour nous jamais disputer. Elle fait mes volontés comme je fais les siennes. N'aie aucune crainte là-dessus. C'est le fait d'un étudiant en vacances qui se grise un jour de grand dîner, de perdre la tête et de lutter avec le vin. Moi, mon caractère est d'être ivre. Ma façon de penser est de me laisser faire, et je parlerai au roi en ce moment, comme je vais parler à ta belle. En un éclair de divination, Celio va toute la suite de l'intrigue. Alors je ne sais ce que j'éprouve. Non! Ne lui parle pas! Pourquoi? Oh, je ne peux pas dire pourquoi. Il me semble que tu vas me tromper. Touche-la. Je te jure sur mon honneur que Marianne sera à toi ou à personne au monde tant que j'y pourrai quelque chose. Je n'ai encore trompé personne et je ne commencerai pas par mon meilleur ami. Celio s'éloigne. Entre Marianne. Il se place sur son chemin. Premier regard, qui les fixe l'un dans l'autre. On peut très bien imaginer que c'est le coup de foudre. Roméo et Juliette, Dorante et Sylvia, Dorante et Araminte. Et puis elle va pour se dégager. Ne vous détournez pas, princesse de beauté. Laissez tomber un de vos regards sur le plus humble de vos serviteurs. Qui êtes-vous? Mon nom est Octave. Je suis cousin de votre mari. Venez-vous pour le voir? Entrez au logis, il va revenir. Je ne viens pas pour le voir. Et n'entrerez point au logis de peur que vous ne m'enchassiez tout à l'heure. Je vous aurais dit ce qui m'amène. Dispensez-vous donc de me le dire et de m'arrêter plus longtemps. Je ne saurais m'en dispenser. Je vous supplie de vous arrêter pour l'entendre. Cruelle Marianne, vos yeux ont causé bien du mal et vos paroles ne sont pas faites pour le guérir. Que vous avez fait, Celio? De qui parlez-vous? Quel mal ai-je causé? Un mal, le plus cruel de tous, car c'est un mal sans espérance, le plus terrible, car c'est un mal qui se chérit lui-même et repousse la coupe salutaire jusque dans la main de l'amitié. Un mal qui fait pâlir les lèvres, sous des poisons plus doux que l'ambroisie et qui font en une pluie de larmes le cœur le plus dur, comme la perle de Cléopâtre. Un mal que tous les aromates, toute la science humaine ne sauraient soulager, et qui se nourrit du vent qui passe, du parfum d'une rose fanée, du refrain d'une chanson, et qui puise l'éternel aliment de ses souffrances dans tout ce qui l'entoure, comme une abeille son miel dans tous les buissons d'un jardin. Me direz-vous le nom de ce mal? Que celui qui est digne de le prononcer vous le dise. Que les rêves de vos nuits, que vos orangers verts, que le printemps vous l'apprenne. Que vous puissiez le chercher un beau soir, vous le trouverez sur vos lèvres. Son nom n'existe pas sans lui. Est-il si dangereux à dire?
si terrible dans sa contagion, qu'il effraie une langue qui plaît dans sa faveur? Est-il si doux à entendre, cousine, que vous le demandiez? Vous l'avez appris à Celio, selon sans le vouloir. Je ne connais ni l'un ni l'autre, que vous les connaissiez ensemble, et ne les sépariez jamais, voilà le souhait de mon cœur. En vérité, Celio est le meilleur de mes amis. Si je voulais vous faire envie, je vous dirais qu'il est beau comme le jour, jeune, noble, et je ne mentirais pas, mais je ne veux que vous faire pitié. Et je vous dirais qu'il est triste comme la mort, depuis le jour où il vous a vu. Est-ce ma faute s'il est triste? Est-ce sa faute si vous êtes belle? Il ne pense qu'à vous. À toute heure, il rôde autour de cette maison. Vous n'avez jamais entendu chanter sous vos fenêtres? N'avez-vous jamais soulevé à minuit cette jalousie et ce rideau? Tout le monde peut chanter le soir. Cette place appartient à tout le monde. Tout le monde aussi peut vous aimer. Hein, mais personne ne peut vous le dire. Quel âge avez-vous, Marianne? Une jolie question. Et si je n'avais que 19 ans, que voudriez-vous que j'en pense? Bah, vous avez donc encore 5 ou 6 ans pour être aimé, 8 ou 10 pour aimer vous-même, et le reste pour prier Dieu. Vraiment. Eh bien, pour mettre le temps à profit, j'aime Claudio, votre cousin et mon mari. Mon cousin et votre mari ne feront jamais à eux deux qu'un pédant de village. Vous n'aimez pas Claudio, ni Celio. Vous pouvez le lui dire. Pourquoi? Pourquoi n'aimerais-je pas Claudio? C'est mon mari. Pourquoi n'aimeriez-vous pas Celio? C'est votre amant. Me direz-vous aussi pourquoi je vous écoute? Allez, Seigneur Octave, voilà une plaisanterie qui a duré assez longtemps. Et elle rentre. Octave est seul. Ma foi. Ma foi. A de beaux yeux. Oh! Voici Claudio. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne me soucie guère de continuer la conversation avec lui. Tu as raison, Tibia. Bonsoir, cousin. Ah, oui, bonsoir, bonsoir. Tu as raison, cousin. Bonsoir. Ah, oui, bon, bonsoir, bonsoir. Octave sort. Tu as raison, et ma femme est un trésor de pureté. Que te dirais-je de plus? C'est une vertu solide, vous croyez, monsieur? Peut-elle empêcher qu'on ne chante sous ses croisées? Les signes d'impatience qu'elle peut donner dans son intérieur sont les suites de son caractère. As-tu remarqué que sa mère, lorsque j'ai touché cette corde, a été tout d'un coup du même avis que moi? Relativement à quoi, monsieur? Relativement à ce qu'on chante sous ses croisées. Oh, chanter n'est pas un mal, je fredonne moi-même, à tout moment. Oh, mais bien chanter est difficile. Ah, difficile pour vous et pour moi, qui n'ayant pas reçu de voix de la nature, ne l'avons jamais cultivée. Mais voyez comme ces acteurs de théâtre s'en tirent habilement. Oui, bon, ces gens-là passent leur vie sur les planches. Combien croyez-vous qu'on puisse donner par an? À qui? À un conseiller? Non, à un chanteur. J'en sais rien. On donne à un conseiller le tiers de ce que vaut ma charge. Les archi-conseillers ont le double. Si j'étais podestat chez nous, que je fusse marié, et que ma femme eût des amants, je les condamnerais moi-même. À combien d'années de galère? À la peine de mort. Une sentence de mort est une chose superbe à lire à haute voix. Mais c'est pas le podestat qui l'a lu, c'est le greffier. Le greffier de votre tribunal a une jolie femme. Non, c'est le président qui a une jolie femme. J'ai soupé hier avec eux. Oh, mais le greffier aussi. Le spadassin qui va venir ce soir est l'amant de la femme du greffier. Quel spadassin? Celui que vous avez demandé. Et est inutile qu'il vienne, après ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais à quel sujet? Mais au sujet de ma femme. Oh, la voici qui vient elle-même. Marianne vient de paraître à la fenêtre. Savez-vous ce qui m'arrive pendant que vous courez les champs? J'ai reçu la visite de votre cousin. Qui cela peut-il être? Nommez-le par son nom, Octave, qui m'a fait une déclaration d'amour de la part de son ami Celio. Qui est-ce, Celio? Connaissez-vous cet homme? Trouvez bon que ni lui ni Octave ne mettent les pieds jamais dans notre maison. Oh, je le connais, c'est le fils d'Hermilla, notre voisine. Mais qu'avez-vous répondu à ça? Et sachez pas de ce que j'ai répondu. Comprenez-vous ce que je dis? Donnez ordre à vos gens qu'ils ne laissent entrer ni cet homme ni son ami. Je m'attends à quelque importunité de leur part, et je suis bien à l'aise de l'éviter. Et elle referme sa fenêtre. Et les deux autres fantoches sont en bas. Que penses-tu de cette aventure, Tibia? Il y a quelques ruses là-dessous. Vous croyez, monsieur? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu dire ce qu'elle a répondu? La déclaration est impertinente, il est vrai, mais la réponse méritait d'être connue. J'ai le soupçon que ce fils d'Hermilla est l'ordonnateur de toutes ces guitares. Défendre votre porte à ces deux hommes est un moyen excellent de les éloigner. Rapporte-moi. Il faut que je fasse part de cette découverte
à ma belle-mère. Oh, ben, monsieur, la voici, justement. Qui est ma belle-mère? Non, Hermia, notre voisine. Parliez-vous pas d'elle tout à l'heure? Oui, comme étant la mère de ce Celio, et c'est la vérité, Tibia. Eh bien, monsieur, elle vient de ce côté. Oh, c'est une femme respectable. Oui, ses biens sont considérables. Non, j'entends aussi qu'elle a de bonnes mœurs. Si vous l'abordiez, monsieur, y penses-tu? La mère d'un jeune homme que je serais peut-être obligé de faire poignarder ce soir même. Voyons, sa propre mère, Tibia. Fidon. Je ne reconnais pas là ton habitude des convenances. Hermia passe devant eux. Il la salue cérémonieusement. Viens, Tibia. Rentrons au logis. Et on se retrouve chez Hermia avec son intendant Malvolio. A-t-on fait tout ce que j'ai ordonné? A-t-on dit aux musiciens de venir? Oui, madame, ils seront ce soir à vos ordres. Ou pour mieux parler, qu'est-ce à dire? Les jalousies fermées sont trop sombres, qu'on laisse entrer le jour sans laisser entrer le soleil. A-t-on tout préparé, comme je l'ai dit, pour le souper? Aurons-nous notre belle voisine, la comtesse Pergoli? À quelle heure est sorti mon fils? Bah, pour être sorti, il faudrait d'abord qu'il fût rentré. Il a passé la nuit dehors. Vous savez ce que vous dites? Il a soupé hier avec moi. Il m'a ramené ici. A-t-on fait porter dans le cabinet d'études le tableau que j'ai acheté ce matin? Eh ben, du vivant de son père, il n'en aurait pas été ainsi. Mais du vivant de sa mère, il en est ainsi, Malvolio. Qui vous a chargé de veiller sur sa conduite? Songez-y. Que Celio ne rencontre pas sur son passage un visage de mauvais augure. Qu'il ne vous entende pas grommeler entre vos dents comme un chien de basse-cour à qui l'on dispute l'os qu'il veut ronger ou par le ciel, pas un de vous ne passera la nuit sous son toit. Je ne grommelle rien, maîtresse, ma figure n'est pas un mauvais présage. Vous me demandez à quelle heure est sorti mon maître et je vous réponds qu'il n'est pas rentré. Et puis qu'il a l'amour en tête, on ne le voit pas 4 fois la semaine. Pourquoi les livres de Celio sont-ils couverts de poussière? Pourquoi ces meubles sont-ils en désordre? Pourquoi faut-il que je mette ici la main à tout si je veux obtenir quelque chose? Il vous appartient bien de lever les yeux, parce qu'il ne vous regarde pas. Parce que votre ouvrage est à moitié fait et que les soins dont on vous charge retombent sur les autres. Allez! Elle aperçoit Celio qui arrive. Et retenez votre langue. Eh bien, Celio, mon cher enfant, quels seront vos plaisirs aujourd'hui? Les vôtres, ma mère. Oh, quoi? Des plaisirs communs et non les peines communes. C'est un partage injuste, Celio. Ayez des secrets pour moi, mon enfant, mais non pas de ceux qui vous rongent le cœur et vous rendent insensible à tout ce qui vous entoure. Je n'ai pas de secret. Et plût à Dieu, si j'en avais, qu'ils fussent de nature à faire de moi une statue. Quand vous aviez 10 ou 12 ans, toutes vos peines, tous vos petits chagrins se rattachaient à moi. D'un regard sévère ou indulgent de ces yeux que voilà dépendait la tristesse ou la joie des vôtres. Et votre petite tête blonde tenait par un fil bien délié au cœur de votre mère. Maintenant, mon enfant, je ne suis plus qu'une vieille sœur, incapable peut-être de soulager vos ennuis, mais non pas de les partager. Ma mère, il est à ses genoux. Et vous aussi, vous avez été belle. Vous avez inspiré l'amour. Sous vos fenêtres entr'ouvertes, à murmurer le son de la guitare, sur ces places bruyantes, dans le tourbillon de ces fêtes, vous avez promené une insouciante et superbe jeunesse. Vous n'avez point aimé. Un parent de mon père est mort d'amour pour vous. Quel souvenir me rappelles-tu? Oh, ma mère, si votre cœur peut en supporter la tristesse, si ce n'est pas vous demander des larmes, racontez-moi cette aventure. Faites-moi connaître les détails. Hélas, mon enfant, à quoi bon? Quelle triste fantaisie avez-vous? Je vous en supplie. Et j'écoute. Il pose sa tête sur les genoux. Vous le voulez? Votre père ne m'avait jamais vu, alors. Il se chargea, comme allié de ma famille, de faire agréer la demande du jeune Orsini qui voulait m'épouser. Il fut reçu, comme le méritait son rang, par votre grand-père et admis dans notre intimité. Orsini était un excellent parti, et cependant je le refusai. Votre père, en plaidant pour lui, avait tué dans mon cœur le peu d'amour qu'il m'avait inspiré pendant 2 mois d'assiduité constante. N'avait pas soupçonné la force de sa passion pour moi. Lorsqu'on lui apporta ma réponse,
il tomba, privé de connaissance, dans les bras de votre père. Cependant, une longue absence, un voyage qu'il entreprit alors et dans lequel il augmenta sa fortune, devait avoir dissipé ses chagrins. Votre père changea de rôle et demanda pour lui ce qu'il n'avait pu obtenir pour Orsini. Je l'aimais d'un amour sincère, et l'estime qu'il avait inspirée à mes parents ne me permit pas d'hésiter. Le mariage fut décidé le jour même et l'église s'ouvrit pour nous, quelques semaines après. Orsini revint à cette époque. Il vint trouver votre père, l'accabla de reproches, l'accusa d'avoir trahi sa confiance et d'avoir causé le refus qu'il avait essuyé. Du reste, ajouta-t-il, si vous avez désiré ma perte, vous serez satisfait. Épouvanté de ces paroles, votre père accourut chez le mien et lui demanda son témoignage pour désabuser. Orsini, hélas, il n'était plus temps. On trouva dans sa chambre le pauvre jeune homme, traversé d'un coup d'épée. Il a fini ainsi. Oui, bien cruellement. Ah non, ma mère, elle n'est point cruelle, la mort qui vient en aide à l'amour sans espoir. La seule chose dont je le plaigne, c'est qu'il s'est cru trompé par son ami. Qu'avez-vous de Célio? Vous détournez la tête. Et vous, ma mère, vous êtes émue. Ah, ce récit, je le vois, vous a trop coûté. J'ai eu tort de vous le demander. Ne songez point à mes chagrins. Ce ne sont que des souvenirs. Les vôtres me touchent bien davantage. Si vous refusez de les combattre, ils ont longtemps à vivre dans votre jeune cœur. Je ne vous demande pas de me les dire, mais je les vois. Et puisque vous prenez part aux miens, venez, tâchons de nous défendre. Tâchons de vivre, mon enfant, et de regarder gaiement ensemble, moi le passé, vous l'avenir. Venez. Célio. Donnez-moi la main. Et le noir se fait sur eux. On est replongé dans la musique et le mouvement de la place devant l'auberge. Octave et Ciuta. Il y renonce, dites-vous? Hélas, pauvre jeune homme, il aime plus que jamais, et sa mélancolie se trompe elle-même sur le désir qui la nourrisse. Je croirais presque qu'il se défie de vous, de moi, de tout ce qui l'entoure. Ah non, par le ciel, je n'y renoncerai pas. Je me sens moi-même une autre Marianne et a du plaisir à être entêté. Où Célio réussira, où j'y perdrai ma langue. Agirez-vous contre sa volonté? Oui, pour agir d'après la mienne, qui est sa sœur aînée. Et pour envoyer aux enfers mes sœurs Claudio, le podestat que je déteste, méprise et aborde, depuis les pieds jusqu'à la tête. Bah, faites-lui donc vous-même votre réponse, car le voici, puis quant à moi, je cesse de m'en mêler. Célio sort de chez lui, avec un livre à la main. Comment, Célio? Tu abandonnes la partie? Que veux-tu que je fasse? Te défies-tu de moi? Te voilà pâle comme la neige, d'où viens-tu? Chez ma mère. Pourquoi cette tristesse? Je ne sais. Oh, pardonne-moi, fais ce que tu voudras, va trouver Marianne, dis-lui que me tromper, c'est me donner la mort et que ma vie est dans ses yeux. Et que diantre as-tu à faire de la mort? À propos de quoi y penses-tu, mon ami? Je l'ai devant les yeux. La mort? Oui. L'amour et la mort. Ça veut dire, l'amour et la mort, Octave, se tiennent la main. Celui-là est la source du plus grand bonheur que l'homme puisse rencontrer ici-bas. Celle-ci met un terme à toutes les douleurs, à tous les maux. C'est un livre que tu tiens là? Oui. Et que tu n'as probablement pas lu. Oh, très probablement. Quand on en lit un, il n'y a pas de raison pour ne pas lire tous les autres. Écoute, lorsque le cœur éprouve sincèrement un profond sentiment d'amour, il éprouve aussi comme une fatigue et une langueur qui lui font désirer de mourir. Pourquoi, je ne sais, ni moi non plus. Peut-être est-ce l'effet d'un premier amour, peut-être que ce vaste désert où nous sommes effraie les regards de celui qui aime, peut-être que cette terre ne lui semble plus habitable s'il n'y peut trouver ce bonheur nouveau, unique, infini que son cœur lui représente. Le paysan, l'artisan grossier qui ne sait rien, la jeune fille timide qui frémit d'ordinaire à la seule pensée de la mort, s'enhardit lorsqu'elle aime jusqu'à porter un regard sur un tombeau. Octave, la mort nous mène à Dieu. Oh, mes genoux plient quand j'y pense. Bonsoir, mon cher ami. Où vas-tu? J'ai affaire en ville ce soir.
Adieu, fais ce que tu voudras. Mais tu as l'air d'aller te noyer. Celio, cette mort dont tu parles, est-ce que tu en as peur par hasard? Ah! Que j'eusse pu me faire un nom dans les tournois et les batailles, qu'il m'eût été permis de porter les couleurs de Marianne et de les teindre de mon sang, qu'on m'eût donné un rival à combattre, une armée entière à défier, que le sacrifice de ma vie eût pu lui être utile. Je sais agir, mais je ne sais pas parler. Ma langue ne sert point mon cœur et je mourrai sans m'être fait comprendre comme un muet dans une prison. Voyons, Celio, à quoi penses-tu? Il y a d'autres Marianne sous le ciel. Soupons ensemble et moquons-nous de cette Marianne-là. Adieu! Adieu. Je ne puis m'arrêter plus longtemps. Je te verrai demain, mon ami. Et il sort. Celio, écoute donc. Nous te trouverons une Marianne bien gentille, douce comme un agneau, et n'allant point avec pour... surtout... Voilà qui est étrange. N'importe, je ne céderai pas. Je suis comme un homme qui tient la banque d'un pharaon pour le compte d'un autre et qui a la veine contre lui. Il noierait plutôt son meilleur ami que de céder. Et la colère de perdre avec l'argent d'autrui l'enflamme 100 fois plus que ne le ferait sa propre ruine. Tchouta réapparaît. Silence. Vêpres sonne. La grille du jardin vient de s'ouvrir. Marianne sort. Elle approche lentement. Marianne commence à traverser la place. Et de l'autre côté de la place, vautré sur sa chaise, à la terrasse, Octave l'apostrophe. Ben Marianne, vous dormirez tranquille. Le cœur de Celio est à une autre. C'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Dommage. Quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie. Moi qui allais l'aimer. En vérité, ah oui, sur mon arbre. Ce soir, demain matin, dimanche ou plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète. Et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Raillez, raillez, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était encore qu'un pauvre enfant à la mamelle. Et vous, comme une sage nourrice, en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première, en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute et généreusement. Vous avez encore sur vos lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne savez ni aimer ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harangues, donnez-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Mais qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle, bien au contraire, sont les plus belles que Dieu a faites ainsi. Et le jour où, comme une Galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez. Et qui ne laissera pas que de trouver quelque niche respectable dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par même qui croit m'aimer, lequel Celio l'a dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort, je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit Seigneur Celio d'ici à une huitaine de jours. Donc pesez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte? Que celle qui obéit à point nommé à leur convenu à une pareille proposition, ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer au doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Elle refuse. Au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire: vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum? Cousine, cousine, ne vous fâchez pas, n'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée, l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose,
et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil entr'ouverts par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit évaporer dans les airs. Mais vous vous méprenez sur mon compte, sur lui de Célio. Qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment. Une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme. C'est une partie de plaisir. Pourrait-on pas dire, quand on a rencontré une, voilà, une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telles matières que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer. Elle va au vêpres. Pom, pom, tra derrière, et ben... Une drôle de petite bonne femme. Voilà, voilà. Avec les garçons de l'auberge. Apportez-moi ici, sous cette tonnelle, bouteille de quelque chose. S'il vous plaira, Excellence, voulez-vous du Lacryma Christi? Soit. Ah, allez-vous-en un peu chercher dans les rues d'alentour le seigneur Celio, qui porte un manteau sombre et un visage plus sombre encore. Vous lui direz qu'un de ses amis est là, qui boit tout seul, du Lacryma Christi. Après quoi, vous irez à la Grand Place et vous m'apporterez une certaine Rosalinde, qui est rousse et qui est toujours à sa fenêtre. Oh, je sais ce que j'ai dans la gorge. Je suis triste, comme une procession. Ah, voici le jour qui baisse. Ding, 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 ding. Ah, les maudites cloches. Quand ont-elles fini de me mener en terre? Ah, je ferais aussi bien de dîner ici. Est-ce que j'ai envie de dormir? Oh, mais je me sens tout pétrifié. Oh, Cousin Claudio, vous êtes un beau juge. Où allez-vous si couramment? Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends que vous êtes un podestat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage. Votre perruque est pleine d'éloquence et vos jambes sont deux charmantes parenthèses. Soit dit en passant, Seigneur Octave, le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science, en y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, Claudio, pour le marteau de ta porte, mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y salir les doigts. En quelle façon, cousin plein de facéties, en n'y frappant jamais. Juge plein de causticité. Ça vous est pourtant arrivé, puisque ma femme m'a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes. Cousin plein de riposte. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Celio, messager complaisant. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, le sénateur incorruptible? Par celle de ma femme, qui m'a tout raconté. Godeluro, chéri. Tout, absolument, et puis idolâtré. Rien n'est resté dans cette charmante oreille, il y est resté sa réponse. Charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Je suis pas chargé de l'entendre, charmant procès verbal. Ben, ce sera dans ma porte en personne qui te la fera. Aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrai heureux sans cela. Puis-tu le faire en repos, cher cornet de passe 10. Je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison, et dors tranquille, comme à l'audience. Claudio sort. Le garçon revient. Monsieur, la demoiselle rouge n'est pas à sa fenêtre. Elle ne peut se rendre à votre invitation. Oh, que le diable emporte, et toi aussi. Puis le monsieur au manteau sombre n'est pas dans les rues d'alentour, mais j'ai rencontré son laquais, à qui j'ai dit d'aller le chercher. La peste soit de tout l'hiver. Est-il décidé que je souperai seul aujourd'hui? Oh, que diable vais-je devenir?
Le garçon apporte un flacon de vin et une coupe. Il les met sur la table. Ah, bon, mince, ceci me convient. Il se verse à boire. Je suis capable d'ensevelir ma tristesse dans ce vin. Ou du moins ce vin dans ma tristesse. Les cloches, encore. Ah, les vêpres sont finis. Oh, voici Marianne qui revient. Et ostensiblement, il tourne le dos. Elle s'avance, elle le voit là. Elle hésite, elle regarde autour d'elle. Encore ici, Seigneur Octave? Déjà à table? C'est un peu triste de s'enivrer tout seul. Le monde entier m'a abandonné, alors je tâche d'y voir double, afin de me servir à moi-même de compagnie. Comment? Pas un de vos amis, pas une de vos maîtresses qui vous soulage de ce fardeau terrible. La solitude. Faut-il vous dire ma pensée, j'avais envoyé chercher une certaine Rosalinde, qui me sert de maîtresse. Eh ben, elle soupe en ville, comme une personne de qualité. C'est une fâcheuse affaire, sans doute. Votre cœur doit ressentir un vide effroyable, un vide que je ne saurais exprimer. Et que je communique en vain à cette large coupe. Le carillon des vêpres m'a fendu le crâne pour tout l'après-dîner. Dites-moi, cousin, est-ce du vin à 15 sous la bouteille que vous buvez? Ah, n'en riez pas. Ce sont les larmes du Christ en personne. Ça m'étonne que vous ne buviez pas du vin à 15 sous. Buvez-en, je vous en supplie. Beaucoup en boirai, s'il vous plaît. Goûtez-en. Je suis sûr qu'il n'y a aucune différence avec celui-là. Ah, il y en a une aussi grande contre le soleil et une lanterne. Non, vous dites la même chose. Mais Dieu m'en préserve. Vous moquez-vous de moi. Vous trouvez qu'il y a une grande différence? Ah, assurément. Je croyais qu'il en était du vin comme des femmes. Une femme n'est-elle pas un vase précieux, scellé comme ce flacon de cristal? Ne renferme-t-elle pas une ivresse grossière ou divine, selon sa force et sa valeur? Il n'y a-t-il pas parmi elles le vin du peuple et les larmes du Christ? Quel misérable cœur est-ce donc le vôtre, pour que vos lèvres lui fassent la leçon? Vous ne boiriez pas le vin que boit le peuple, mais vous aimez les femmes qu'il aime. L'esprit généreux et poétique de ce flacon doré, ces sucs merveilleux que la lave du Vésuve a cuvés son ardent soleil, vous conduiront chancelant et sans force dans les bras d'une fille de joie. Vous rougiriez de boire un vin grossier, votre gorge se soulèverait. Oh, vos lèvres sont délicates. Mais votre cœur s'enivre à bon marché. Bonsoir, cousin. Puisse Rosalinde rentrer ce soir chez elle. 2 mots de grâce de Marianne. La réponse sera courte. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs? Elle est, comme vous dites, toute pleine d'un esprit céleste, et le vin du peuple lui ressemble aussi peu qu'un paysan à son seigneur. Cependant, regardez comme elle se laisse faire. Elle n'a reçu, j'imagine, aucune éducation. Elle n'a aucun principe. Voyez comme elle est bonne fille. Un mot a suffi pour la faire sortir du couvent, toute poudreuse encore, et elle s'en est échappée pour me donner un quart d'heure d'oubli et mourir. Sa couronne virginale, empourprée de cire odorante, est aussitôt tombée en poussière, et je ne puis vous le cacher. Elle a failli passer tout entière sur mes lèvres, dans la chaleur de son premier baiser. Êtes-vous sûr qu'elle en vaut davantage? Et si vous êtes un de ses vrais amants, n'auriez-vous pas, si la recette en était perdue, on cherchait la dernière goutte, jusque dans la bouche du volcan? Elle n'en vaut ni plus ni moins. Elle sait qu'elle est bonne à boire, et qu'elle est faite pour être bue. Dieu n'en a pas caché la source au sommet d'un pic inabordable, au fond d'une caverne profonde. Il l'a suspendue en grappe dorée sur nos brillants coteaux. Elle y fait le métier des courtisanes. Elle y effleure la main du passant. Et elle étale. Sa gorge rebondit à tous les rayons du soleil, et toute une cour d'abeilles et de frelons murmure autour d'elle, matin et soir. Le voyageur dévoré de soif peut se reposer sous ses rameaux verts. Jamais elle ne l'a laissé languir, jamais elle lui a refusé les douces larmes dont son cœur est plein. Ah, Marianne, c'est un don fatal
que la beauté. La sagesse dont elle se vante est sœur de l'avarice. Et il y a parfois plus de miséricorde pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Bonsoir, cousine. Puisse Celio vous oublier. Mais il rentre dans l'auberge. Il est là, tout démuni, surgit Claudio. Pensez-vous que je sois un mannequin? Et que je me promène sur la terre pour servir d'épouvantail aux oiseaux? D'où vous vient cette gracieuse idée? Pensez-vous qu'un homme de mon poids ignore la valeur des mots? Et qu'on puisse se jouer de sa crédulité comme de celle d'un danseur ambulant? Mais à qui en avez-vous ce soir? Pensez-vous que je n'ai pas entendu vos propres paroles? Si cet homme ou son ami se présente à ma porte, qu'on la lui fasse fermer, et croyez-vous que je trouve convenable de vous voir converser librement avec lui sous une tonnelle, lorsque le soleil est couché? Vous m'avez vu sous une tonnelle? Oui, de ses yeux que voilà, sous la tonnelle de ce cabaret. La tonnelle d'un cabaret n'est point un lieu de conversation pour la femme de magistrat. Il est inutile de faire fermer sa porte quand on se revoit le dé en plein air avec si peu de retenue. Mais depuis quand m'est-il défendu de causer avec un de vos parents? Quand un de mes parents est un de vos amants, il est fort bien fait de s'en abstenir. Octave! Un de mes amants, perdez-vous la tête. Il n'a de sa vie fait de la cour à personne. Oh, son caractère est vicieux. C'est un coureur de tripots. Bah, raison de plus, pour qu'il ne soit pas, comme vous dites si agréablement, un de mes amants. Il me plaît de causer avec Octave. Ou la tonnelle d'un cabaret. Ne me poussez pas à quelque fâcheuse extrémité par vos extravagances. Réfléchissez à ce que vous faites. À quelle extrémité voulez-vous que je vous pousse? Je suis curieuse de savoir si vous feriez. Je vous défendrai de le voir. Et d'échanger avec lui aucune parole, soit dans ma maison, soit dans une maison tierce, soit en plein air. Vraiment, voilà qui est nouveau. Octave est mon parent, tout autant que le vôtre. Je pourrais-on lui parler quand bon me semblera, en plein air ou ailleurs, et dans notre maison, s'il lui plaît d'y venir. Souvenez-vous de cette dernière phrase que vous venez de prononcer. Je vous ménage un châtiment exemplaire si vous allez contre ma volonté. Bah, trouvez bon que j'aille d'après la mienne. Ménagez-moi tout ce qu'il vous plaira, je m'en soucie comme de cela. Marianne! Brisons cet entretien. Où vous sentirez l'inconvenance qu'il y a de s'arrêter sous une tonnelle. Vous me réduirez à une violence qui répugne à mon habit. Et Angelo. Il est seul. Oh là, quelqu'un. Entre, garçon. Vous voyez là-bas ce jeune homme assis devant cette table? Allez lui dire que j'ai à lui parler, qu'il prenne la peine de venir ici. Ah. Voilà qui est nouveau. Pour qui me prend-on? Quel mal y a-t-il donc? Ah, comment en suis-je faite aujourd'hui? Voilà une robe affreuse. Qu'est-ce que ça signifie? Vous me réduirez à la violence? Quelle violence? Ah, je voudrais que ma mère fût là. Oh, bon, elle est de son avis, dès qu'il dit un mot. Oh, j'ai une envie de battre quelqu'un. Elle donne des coups de pied dans les tabourets qu'elle renverse. Ah. C'est donc là le commencement. On me l'avait prédit, je le savais. Je m'y attendais. Il me ménage un châtiment. Et lequel, par hasard? Ah, je voudrais bien savoir ce qu'il veut dire. Asseyez-vous, Octave, je vais vous parler. Ah, oui, bah, où je m'assois? Toutes les chaises ont les quatre fers en l'air. Que vient-il donc de se passer ici? Hein? Mais rien du tout. Ah bah, en vérité, cousine, vos yeux disent le contraire. Non, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit sur le compte de votre ami Celio. Dites-moi, pourquoi ne s'explique-t-il pas lui-même? Par une raison assez simple. Il vous a écrit, vous avez déchiré ses lettres, il vous a envoyé quelqu'un, vous lui avez fermé la bouche, il vous a donné des concerts, vous l'avez laissé dans la rue, ma foi, il s'est donné au diable. Et on s'y donnerait à moins. Ça veut dire qu'il a songé à vous? Oui. Parlez-moi de lui. Sérieusement? Oui, sérieusement, mais voilà, j'écoute. Je voulais rire. Quel pitoyable avocat êtes-vous donc? Parlez, que je veuille rire ou non. Mais que regardez-vous, à droite et à gauche? En vérité, vous êtes en colère. Je veux prendre un amant, Octave. Enfin, sinon un amant, du moins un cavalier. Si je vous ai bien compris tout à l'heure, ne me reprochiez-vous pas, avec votre bouteille, de me montrer trop sévère et d'éloigner de moi ceux qui m'aiment? Ben, soit je consens à les entendre. Je suis menacé, je suis outragé, je vous le demande, l'ai-je mérité? Ah non, assurément, tant s'en faut. Je ne sais ni mentir, ni tromper personne. C'est justement par cette raison que je ne veux pas être contrainte. Que me conseillez-vous? Je m'en rapporte à votre choix.
Puis-je répéter à Celio, mais Celio ou tout autre, peu m'importe. Dès demain, dès ce soir, celui qui aura la fantaisie de chanter sous mes fenêtres trouvera ma porte entr'ouverte. Eh bien, vous ne parlez pas? Je vous dis que je prends un amant. Tenez, voilà mon écharpe en gage. Qui vous voudrez la rapportera. Marianne. Il saisit l'écharpe et la main. Quelle que soit la raison qui a pu vous inspirer une minute de complaisance, puisque vous m'avez appelé, puisque vous consentez à m'entendre, au nom du ciel, restez la même une minute encore. Permettez-moi de vous parler. Que vous dites-vous de moi? Si jamais homme au monde a été digne de vous comprendre, digne de vivre et de mourir pour vous, cet homme est Celio. Je n'ai jamais valu grand-chose, et je me rends cette justice que la passion dont je fais l'éloge trouve un misérable interprète. Ah, si vous saviez sur quel autel sacré vous êtes adoré comme un dieu, vous si belle, si jeune, si vous saviez quel trésor de bonheur, quelle mine féconde repose en vous, en lui, dans cette fraîche aurore de jeunesse, dans cette rosée céleste de la vie, dans ce premier accord de deux âmes jumelles. Je ne vous parle pas de sa souffrance, de cette douce et tendre mélancolie qui ne s'est jamais lassée de vos rigueurs, et qui en mourrait sans se plaindre. Oui, Marianne, il en mourra. Ah, que puis-je vous dire? Qu'inventerai-je pour donner à mes paroles la force qui leur manque? Je ne sais pas, le langage de l'amour. Regardez dans votre âme. C'est elle qui peut vous parler de la sienne. Y a-t-il un pouvoir capable de vous toucher? Vous qui savez supplier Dieu, existe-t-il une prière qui puisse rendre ce dont mon cœur est plein? Il tombe à ses genoux. Relevez-vous, Octave. En vérité, si quelqu'un venait, ne croirait-on pas à vous entendre que c'est pour vous que vous plaidez, Marianne, Marianne? Au nom du ciel, ne souriez pas, ne fermez pas votre cœur au premier éclair qu'il ait peut-être traversé. Êtes-vous sûr qu'il ne me soit pas permis de sourire? Ah oui, vous avez raison, je sais tout le tort que mon amitié peut faire, je sais qui je suis, je le sens. Un pareil langage dans ma bouche a l'air d'une raillerie. Vous doutez de la sincérité de mes paroles. Jamais, peut-être, je n'ai senti avec plus d'amertume qu'en ce moment le peu de confiance que je puis inspirer. Pourquoi cela? Vous voyez que j'écoute. Celio me déplaît. Je ne veux pas de lui. Parlez-moi de quelque autre. De qui vous voudrez. Choisissez-moi dans vos amis un cavalier digne de moi. Envoyez-le-moi, Octave. Si vous voyez que je m'en rapporte à vous. Ah! Femme! Croix, foi, femme! Celio vous déplaît, mais le premier venu vous plaira. L'homme qui vous aime, qui s'attache à vos pas, qui mourrait de bon cœur sur un mot de votre bouche, celui-là vous déplaît. Il est jeune, beau, riche, et digne en tout point de vous, mais il vous déplaît. Et le premier venu vous plaira. Faites ce que je vous dis. Vous ne me revoyez jamais. Elle rentre chez elle. Ton écharpe est bien jolie, Marianne. Et ton petit caprice de colère est un charmant traité de paix. Il ne me faudrait pas beaucoup d'orgueil pour le comprendre. Un peu de perfidie suffirait. Ce sera pourtant Celio qui en profitera. Celio arrive. Tu m'as fait demander, mon ami. Attache ce chiffon à ton bras droit, Celio. Prends ta guitare et ton épée. Tu es l'amant de Marianne. Au nom du ciel, ne te ris pas de moi, la nuit sera belle. La lune va paraître à l'horizon. Marianne sera seule ce soir derrière sa jalousie. Elle consent à t'écouter. Tu es un heureux garçon, Celio. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ou tu es ma vie, Octave? Ou tu es sans pitié? Mais t'es pas encore parti, je te dis que tout est convenu. Une chanson sous sa fenêtre, cache-toi un peu le nez dans ton manteau afin que les espions du marine ne te reconnaissent pas. Sois sans crainte afin qu'on te craigne. Et si elle résiste, prouve-lui qu'il est un peu tard. Oh mon Dieu, le cœur me manque. Ben moi aussi, car je n'ai l'idée qu'à moitié. Allez, mon ami, en route. Ah, mais tu m'embrasseras en revenant. En route, en route. La nuit s'avance. Écris sur tes tablettes.
Dieu juste, que cette nuit doit m'être comptée dans ton paradis. Est-ce bien vrai que tu as un paradis? En vérité, cette femme était belle. Sa petite colère lui allait bien. D'où venait-elle, c'est ce que j'ignore. Ah, qu'importe comment la bille d'ivoire tombe sur le numéro que nous avons appelé. Souffler une maîtresse à son ami, ah non, c'est une rouerie trop commune pour moi. Marianne ou tout autre, qu'est-ce que ça me fait? La véritable affaire est de souper. Il est clair que Celio est à jeun. Comme tu m'aurais détesté, Marianne, si je t'avais aimé. Comme tu m'aurais fermé ta porte. Comme ton bélître de mari t'aurait paru un Adonis, un Sylvain, en comparaison de moi. Où est donc la raison de tout cela? Fou, 3 fois fou allié, celui qui calcule ses chances, qui met la raison de son côté. La justice céleste tient une balance dans ses mains. La balance est parfaitement juste, mais tous les poids sont creux. Dans l'un, il y a une pistole, dans l'autre, un soupir amoureux. Dans celui-là, une migraine. Dans celui-ci, il y a le temps qui le fait. Et toutes les actions humaines s'en vont de haut en bas, selon ses poids capricieux. Monsieur, voilà une lettre à votre adresse. Elle est si pressée que vos gens l'ont apportée ici. On a recommandé de vous la remettre en quelques lieux que vous fussiez ce soir. Voyons un peu cela. Ne venez pas ce soir. Mon mari a entouré la maison d'assassins. Et vous êtes perdu s'il vous trouve. Marianne. Ah, malheureux que je suis. Qu'ai-je fait? Dieu veuille qu'il soit encore temps. Il sort. On retrouve Claudio, Tibia et 2 spadassins devant un coin sombre. Laissez-le entrer et jetez-vous sur lui dès qu'il sera parvenu à ce bosquet. Et s'il entre par l'autre côté, alors attendez-le au coin du mur. Oui, monsieur. Oh, le voilà qui arrive. Tenez, monsieur, voyez comme son ombre est grande. C'est un homme d'une belle stature. Retirons-nous à l'écart et frappons quand il en sera temps. Celio s'avance. Marianne. Marianne. Êtes-vous là? Marianne paraît à sa fenêtre. Fuyez, Octave. Vous l'avez donc pas reçu ma lettre? Seigneur mon Dieu, quel nom ai-je entendu? La maison est entourée d'assassins. Mon mari a écouté notre conversation. Votre mort est certaine si vous restez une minute encore. Et ça arrive. Suis-je Celio? Octave, Octave, au nom du ciel, ne vous arrêtez pas. Puisse-t-il être encore temps de vous échapper? Demain, trouvez-vous à midi dans un confessionnal de l'église. J'y serai. Elle referme sa fenêtre. Ah, mort, puisque tu es là, viens donc à mon secours. Octave, traître, Octave, puisse mon sang retomber sur toi, puisque tu savais quel sort m'attendait ici, que tu m'y as envoyé à ta place. Tu seras satisfait dans ton désir. Oh, mort, je t'ouvre les bras. Voici le terme de mes mots. Il disparaît. On entend un cri étouffé. Octave surgit. Ouvrez! J'enfonce la grille! Claudio apparaît, son épée sous le bras. Où est Celio? Je ne pense pas que son habitude soit de coucher dans cette maison. Si tu l'as assassiné, Claudio, prends garde à toi, je te tordrai le cou de ses mains, voilà. Êtes-vous fou, somnambule? Ne l'es-tu pas toi-même? Pour te promener à cette heure, ton épée sous le bras, cherchez dans ce jardin, si bon vous semble. Je n'y ai vu entrer personne. Et si quelqu'un l'a voulu faire, il me semble que j'avais le droit de ne pas lui ouvrir. Octave sort. Dis bien. Tout est-il fini comme je l'ai ordonné? Oui, monsieur. Soyez-en pour. Ils peuvent chercher tant qu'ils voudront. Maintenant, songeons à ma femme et allons prévenir sa mère. La scène reste vide. On voit Marianne qui arrive de son côté. Et on aperçoit aussi Octave, avec sur les bras le grand manteau noir de Celio. Octave, êtes-vous?
C'est moi, Marianne. Célio n'est plus. Célio, dis-vous, comment se fait-il? Il n'est plus. Oh, ciel, il n'est plus. N'allez pas par là. Mais où voulez-vous que j'aille? Je suis perdu. Il faut partir, Octave, il faut fuir. Claudio sûrement n'est pas dans la maison. Oh non. Ils ont pris leurs précautions, ils m'ont laissé prudemment seul. Je le connais, je suis perdu. Vous peut-être aussi. Partons, ils vont revenir et tout à l'heure. Partez si vous voulez. Je reste. S'ils doivent revenir, ils me trouveront. Et quoi qu'il advienne, je les attendrai. Je veux veiller près de lui, dans son dernier sommeil. Le noir se fait. Et quand la lumière se rallume, c'est une lumière blafarde, intemporelle. On ne sait plus où se situe, quand se situe cette scène. Il y a l'urne d'albâtre qui regarde Octave et Marianne qui regarde Octave. Moi seul au monde, je l'ai connue. Cette urne d'albâtre couverte de ce long voile de deuil et sa parfaite image. C'est ainsi qu'une douce mélancolie voilait les perfections de cette âme tendre et délicate. Pour moi seul, cette vie silencieuse n'a point été un mystère. Les longues soirées que nous avons passées ensemble sont comme de fraîches oasis dans un désert aride. Elles ont versé sur mon cœur les seules gouttes de rosée qui y soient jamais tombées. Célio était la bonne partie de moi-même. Elle est remontée au ciel avec lui. C'était un homme d'un autre temps. Il connaissait les plaisirs et leur préférait la solitude. Il savait combien des illusions sont trompeuses et il préférait ces illusions à la réalité. Elle eût été heureuse, la femme qu'il eût aimée. Ne serait-elle point heureuse, Octave? La femme qui t'aimerait, je ne sais point t'aimer. Célio seul le savait. La cendre que renferme cette tombe est tout ce que j'ai aimé sur la terre, tout ce que j'aimerais. Lui seul savait verser dans une autre âme toutes les sources de bonheur qui reposaient dans la sienne. Lui seul était capable d'un dévouement sans borne. Lui seul eût consacré sa vie entière à la femme qu'il aimait aussi facilement qu'il aurait bravé la mort pour elle. Je ne suis qu'un débauché, sans cœur. Je n'estime point les femmes. L'amour que j'inspire comme celui que je ressens, l'ivresse passagère d'un songe. Je ne sais pas les secrets qu'il savait. Ma gaieté est comme le masque d'un histrion. Mon cœur est plus vieux qu'elle. Mes sens blasés n'en veulent plus. Je ne suis qu'un lâche. Sa mort n'est point vengée. Comment aurait-elle pu l'être? À moins de risquer votre vie, Claudio est trop vieux pour accepter un duel, est trop puissant dans cette ville pour rien craindre de vous. Célio m'aurait vengé si j'étais mort pour lui comme il est mort pour moi. Ce tombeau m'appartient. C'est moi qu'ils ont étendu sous cette froide pierre. C'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées. C'est moi qu'ils ont tué. Adieu la gaieté de ma jeunesse, l'insouciante folie, la vie libre et joyeuse au pied du Vésuve. Adieu les bruyants repas, les causeries du soir, les sérénades sous les balcons dorés. Adieu Naples et ses femmes, les mascarades à la lueur des torches, les longs soupers à l'ombre des forêts. Adieu l'amour et l'amitié. Ma place est vide sur la terre, mais non pas dans mon cœur. Octave, pourquoi dis-tu adieu l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Célio qui vous aimait.
pour évoquer la biche, j'ai choisi Les Marquises de la Fourchette parce que c'est une pièce très peu connue. Je crois qu'elle n'a jamais été rejouée depuis sa création. Et puis, en plus, c'est une pièce courte, car il est quand même difficile dans ces circonstances de donner un grand Labiche à couplet, comme j'en ai monté au français, doit-on le dire, Chambaudet, tout ça, avec l'orchestre, avec les chœurs, ça serait un petit peu juste quand même. Je dis que je les ai montés au français, je me dois de souligner naturellement la comédie française de naguère, pour ne pas dire de jadis. Alors, cette petite merveille ahurissante, c'est un petit délire de 25 minutes à peu près, complètement irréaliste. Mais il ne faut pas oublier que la biche est l'ancêtre de beaucoup de monde, de Selmas, le divin chansonnier, de Ionesco, de Baldia, de Dubillard, de Raymond DeVos. On a même l'impression, en dépit de ce qu'il est distancie, puisque l'un est un Américain et est venu bien après, il aurait pu inspirer W.C. Fields aussi. Mais, en ce qui concerne la biche, sans jamais chercher l'étrangeté. C'est le bourgeois poète, c'est absolument unique. C'est une curiosité délicieuse de notre littérature théâtrale. Alors, c'est très dur à jouer, et il fut un temps, bon, il était une fois, je pensais à Peggy quand il dit, quand on pense, mon Dieu, que c'est arrivé une fois. Lui, il parle de Jésus, et moi, je parle du moment où la biche avait trouvé dans les acteurs de la comédie française ses interprètes idéaux. Il y avait Jacques Charon, il y avait Debucourt, il y avait Chambreuil, Louis Seigné, Le Goff, Chamara, Madame Bréty, Madame Godot, Madame de Chauvron, Marie Sabouret. C'était absolument extraordinaire. Jean Meyer, naturellement, le grand maître d'œuvre, qui montait des merveilles comme les 30 millions de gladiateurs, la poudre aux yeux. Moi, j'ai été élevé au sein de cette troupe, et à peine étais-je entré au conservatoire que Jacques Charon me demandait de venir les rejoindre pour jouer à ses côtés un très joli rôle dans Un chapeau de paille d'Italie. C'était un spectacle enchanteur que Gaston Batty avait mis en scène et qui avait été un de mes premiers enchantements de spectateur à 11 ans, quand je rêvais déjà d'entrer à la Comédie Française. Là aussi, vous voyez, mon rêve a eu raison. Alors, dans cette petite merveille, je ne pense pas que je vais vous dire à chaque fois, naturellement, qui parle. Ça serait insupportable, d'autant qu'ils disent quasiment tout le temps, tous les deux, la même chose entre-temps. Alors, je vous fais confiance, vous suivrez, vous y retrouverez, sûrement mieux qu'eux. La pièce se passe à Paris, dans un restaurant. Les personnages sont Paul, le futur gendre, Saturnin, le futur beau-père, Joseph, le garçon de restaurant, un jeune homme, une dame blonde, une dame brune. Mais c'est déjà très surréaliste. Alors, c'est étonnant, ça se passe dans un vestibule, un couloir en fait, hein, de restaurant, avec des étagères chargées de primeurs. Il y a une porte au fond, au-dessus de laquelle on lit « Entrée des cabinets particuliers ». À gauche et à droite, il y a des cabinets particuliers qui portent les numéros 8 et 9. Puis il y a aussi au mur une ardoise, tout ça joue pour la suite, et au-dessous une petite planchette sur laquelle sont des morceaux de craie. Il y a une ouverture dans la muraille qui sert de porte-voix pour les commandes. Joseph, le garçon, est seul en scène, et il crie à la cantonade « Sommelier, 2 moettes frappées pour le 4 ». Alors, il faut que je les inscrive. Et il dit, c'est ce qu'il fait, il les marque sur le tableau avec la craie. Il va très bien, le moette. La consommation marche, il n'y a que le turbo qui reste en place. Et cependant, si on le laissait faire, depuis 8 jours qu'il se repose, c'est beau l'offrir, personne n'en veut. T'ennuies, lorsque ça nous reviendra à la cuisine. Cette perspective est acerbe, car je sais bien qu'avec le temps, ainsi que le dit le proverbe, petits poissons deviendront grands. Mais voici ce qui m'inquiète, je n'entendis dire jamais petits poissons que l'on achète, avec le temps deviendront frais. Et moi, je suis un drôle de corps, j'aime le poisson frais.
Là-dessus, la porte d'un des cabinets s'entrouvre. Timidement, on voit un jeune homme qui passe la tête. Garçon, garçon, monsieur, est-il venu une dame avec un chapeau rose et un voile vert? Demandait monsieur X. Non, monsieur, pas encore aperçu cet article-là. Mais c'est inconcevable, après ça. J'avance, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut servir à monsieur? Ben, servez-moi turbo sauce au capre, bien frais. Non, une demi-bouteille d'eau de sels. Et après, je sonnerai. Il sort. En voilà une pratique. Paul, le gendre, entre avec un cache-nez montant jusqu'aux yeux et son chapeau rabattu. Il donne le bras à une dame voilée. Garçon, monsieur, vous avez un cabinet tout de suite? Le 8 est libre, mais il ne donne pas sur la rue. Si madame voulait attendre un instant... Attendre? J'attends pas, moi, j'attends jamais, moi. Où est ton 8? Voilà, monsieur, voilà. Si madame veut prendre la peine d'entrer, il entre, elle le suit. Oh, mon ami, Paul! Nommez donc pas, oui, nommez donc pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai oublié mon ombrelle dans la voiture. C'est bien, j'y vais, mais entrez, si on me voyait ici. Eh ben, ça pourrait me compromettre, elle comprend rien. Allez, allez. Et il l'a fait entrer au 8. Oh, ça précise, dit-il, en mettant son chapeau et son cachet. Oh, j'ai chaud. Parole d'honneur, c'est la dernière fois que ça m'arrive. C'est trop compromettant. Avec celle-là, surtout, elle a la rage de mettre la tête à la portière pour faire voir qu'elle va en voiture. Il y a des femmes qui sont comme les bracelets perdus. Elles aiment à s'afficher. Ben, moi, ça ne me va pas, ça. Dans ma position, un rentier qui va se marier dans 15 jours, avec la fille d'un de nos médecins les plus dangereux. Mais il m'a avoué qu'il ne soignait jamais sa famille. Alors je lui ai demandé la main de sa fille. Et c'est en composant ma corbeille de mariage que j'ai découvert ce charmant échantillon de fleuriste. Très dangereux pour un jeune homme de composer sa corbeille. La semaine dernière, je vais y sombrer pareil dans un magasin de mode. Mais enfin, maintenant, c'est fini. J'ai plus à voir que les tapissiers. Oh, mais c'est égal, j'ai des remords. C'est mal ce que je fais là. Bon, après ça, on ne le saura pas. Alors, c'est pas mal. Et puis, c'est la dernière fois. Joseph sort du cabinet avec le châle et le chapeau. Oui, madame, tout de suite. Monsieur, cette dame vous attend. J'y vais, le temps de payer le cocher et de délivrer l'ombrelle. Si monsieur veut faire sa carte, cette dame a très faim. J'ai toujours remarqué que les fleuristes jouissaient d'un violent appétit. Heureuse organisation pour les restaurateurs. Alors, monsieur, vous avez le turbo qui est très frais. Ah bon? Et le saumon. Le saumon est bon, mais je ne le garantis pas autant. Très bien, tu me serviras le saumon. Plus 4 douzaines de stands. Et puis il sort. Matin, il a le fil, celui-là. 4 douzaines de stands. Ça doit être une première. À la seconde, c'est l'huître ordinaire. Et la troisième, c'est les moules. Je connais ça. Saturnin, le beau-père, entre vivement, donnant le bras à une dame voilée. Il porte une perruque extravagante et des lunettes vertes. Vite, dépêchons-nous, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Garçon, un cabinet pour moi et ma nièce. Mais monsieur, laissez, je sauve les apparences. Alors, si vous voulez attendre 5 minutes, monsieur, je peux vous en offrir un avec 2 fenêtres sur la rue, bien en vue, j'en veux pas. Vous n'auriez pas quelque chose de sombre, de noir? Oh, bah, par exemple, c'est plus gai. Bah, le numéro 9 fera votre affaire, il n'y a pas de fenêtre, on respire que par la serrure. C'est juste ce qu'il me faut. Très bien. Allez, entrez, ma nièce. Mais je ne suis pas. Je sauve les apparences. Allez, entrez. Bon. Elle entre dans le 9 et Joseph la suit avec 2 bougies allumées. Saturnin est seul. Plus personne. Il ôte sa perruque. Il est chauve. Ah, ma parole d'honneur, c'est la première fois que ça m'arrive où je suis très ému. Dire que me voilà chez un restaurateur avec une jeune dame, qui n'est pas ma nièce. C'est une petite teinturière à laquelle j'ai donné ma pratique. Et depuis 2 mois, je lui fais teindre et reteindre tous mes gilets. Et bien, malgré tous ces sacrifices, elle a refusé de couronner mes feux. Mais j'espère bien qu'avant peu... Eh ben non, j'en suis pas sûr. Parce que l'image de ma femme... Oui, je suis marié, on n'est pas parfait. Son image est toujours devant moi, majestueuse, avec ses yeux gris et son teint légèrement couperosé. Alors je tremble, je rentre en terre, car ma conduite est bien vile, bien basse. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on va manger? Joseph sort du numéro 9 avec le chapeau et le châle. Monsieur a-t-il fait sa carte? Non. Voici du papier, une plume, il indique la table. Saturnin s'assied à la table. Merci. Voyons. Monsieur, le turbo est très frais. Oh, j'ai envoyé de l'anguille. Ben, je suis pas aussi sûr de l'anguille. S'il m'était permis de conseiller monsieur, bon, alors va pour le turbo. Ça, c'est un homme de la campagne. Et il entre chez le petit jeune homme. L'autre celle demandé. Saturnin lit la carte. Potage à la chantilly, à la condé. Oh, j'ai envie d'en consommer au chou. Pendant ce temps-là, Paul revient avec l'ombrelle ouverte. Voici l'ombrelle, il pleut, ça m'a servi. Il secoue l'ombrelle, il la plie. Alors, il s'agit maintenant de rédiger le menu, quelque chose de simple et de savant. Il s'assied à la table où est Saturnin, qui lui tourne le dos, et compulse toujours la carte. Paul prend une plume, il ne le voit pas, et réfléchit. Alors,
Tous les deux font leur menu. Pluvier, guignard, vanneau, béfigue. J'ai envie d'un beefsteak aux pommes. Potage à la bisque, consommé au chou. Étuvée de caille à la milanaise, beefsteak aux pommes. Les deux plumes se rencontrent en même temps sur le bord de l'encrier. Après vous, monsieur, je n'en fais rien. Ah, mais sac à papier, mon petit bonhomme, mon beau-père, mon genre, collé, pincé. Voilà ce que ça s'appelle une heureuse surprise, par exemple. Ah oui, bien heureuse, qu'est-ce que je vais lui dire. Cher beau-père, bon genre. Ah, je voudrais être Gallipoli. Alors, comme ça, vous voilà ici? Moi, non, c'est-à-dire. Et madame, comment va-t-elle? Comme vous voyez, je suis un peu enrhumé. Eh ben, tant mieux. Merci bien. Oh, qu'est-ce que vous tenez là? Une ombrelle? Bigre. Tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui m'a eu ça sous le bras? Est à vous? Ah ben moi, pas du tout. Il casse l'ombrelle en deux, il met le morceau dans sa poche, je la rendrai au garçon. Je crois qu'on a remué au numéro 8. Et l'autre? Pourvu que la fleuriste vienne pas s'épanouir ici, j'ai envie de filer. Est-ce que vous dînez ici, beau-père? Moi? Oh bah par exemple, en cabinet particulier. Oh, c'est comme moi. Fidon. Moi, je suis entré comme ça pour entrer. Alors, j'écrivais une ordonnance, moi aussi. Ah bon, vous écrivez des ordonnances? Non, mais enfin, je rédigeais un repas de corps pour une société philanthropique dont je suis le président. Vous voyez, potage à la bisque. Ah oui, pour deux. Hein? Oui, nous ne sommes que deux. Le président et le vice-président. Moi, c'est une société qui a beaucoup d'avenir. Ah oui, quel est son but? Son but, nous avons entrepris de donner des pantalons aux jeunes sauvages de l'Océanie. J'ai encore entendu remuer au numéro 9. Ces peuplades en manquent. Nous avons pensé qu'il était moral et hygiénique. Ah oui, c'est une grande idée. Je vous en donnerai 3 quand je les aurai fait teindre. Oh, cher beau-père, bon gendre. Partons-nous, de quel côté allez-vous? Bah et vous? À l'observatoire, voir un malade. Moi au bas de Boulogne, on fera route ensemble. Joseph entre. Ces messieurs ont-ils fait leur carte? Hein? Quelle carte? Ouais, quelle carte? Garçon, vous êtes insolent! Ils sortent tout vite. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'en vont? Oh, bah, ils oublient quelque chose. Et les deux dames? Messieurs! Le jeune homme ouvre la porte du garçon, monsieur. Il est venu une dame avec un chapeau rose et un voile vert pour monsieur X. Non, pas encore. Mais c'est inconcevable. Je vais pourtant comme la bourse. Garçon, monsieur, servez-moi une demi-bouteille d'eau de sels. Et puis, enfin, bah encore, il aurait mieux fait d'en demander une bouteille tout de suite. Ça, c'est un petit jeune homme qu'on fait poser. Oh, du reste, il n'est pas le seul. Les deux dames, elles doivent s'ennuyer à croquer le marmot. Elles croquent même que ça. Oh, ça m'intrigue. Il s'approche de la porte numéro 8. Voyons donc ce que fait la petite blonde. Il regarde par le trou de la serrure. Oh, elle lit la carte avec des yeux qu'on trempe dedans. Pendant ça, Paul fait éruption. Ça y est, j'ai mis le beau-père en omnibus. Joseph, pauvre fille, il me fait de la peine. Paul l'aperçoit, il lui envoie un coup de pied au cul de montagne. Monsieur a sonné. Vite, une plume, du papier, que je refasse ma carte. Voilà. Et puis il crie, Paul, à la dame qui est dans le cabinet. Pour te consoler, t'auras du champagne. Et puis il se remet à sa table. Joseph, voyons dans la brune maintenant. Il fait le même jeu de scène à la porte numéro 9. Saturnin revient. J'ai lâché l'omnibus au coin de la rue de Montmartre. Joseph dit, oh tiens, elle fume. Saturnin le voit regarder, il arrive, même coup de pied au cul, sans même se retourner. Joseph, voilà monsieur, on y va. Et il disparaît. Saturnin, faut que je la refasse. Ma carte, même jeu de scène, il se rassoit à la même place, il tourne le dos à Paul, potage à la bisque, consommé au chou, étuvée de caille à la milanaise, beefsteak aux pommes, il trempe leurs deux plumes. Oh, mon gendre, mon père! Eh ben, et votre malade de l'observatoire? Il va bien. On m'a annoncé qu'il était mort, alors je lui ai fait mettre des cataplasmes. Qu'est-ce que c'est donc bête de trembler comme ça? C'est drôle, si je connaissais pas le beau-père, je croirais qu'il a une intrigue. Comme il me regarde, quand il est venu prendre mes pieds. Je vous croyais au bas de Boulogne, vous? Non, je me suis dit, on le reboise, je verrai ça quand ce sera fini. Et puis je suis revenu pour dîner, et vous? Moi aussi. Eh ben, ça va être gentil, pourvu qu'il m'invite pas. Mon gendre! Non, ça y est. Bon appétit, mon gendre! Pourquoi vous en allez? Oui, je dîne en bas. Ben, moi en haut, beau-père, mon gendre. Joseph arrive. Ces messieurs dînent ensemble? Très bien, je vais mettre le couvert. Imbécile, animal, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, que ce garçon a donc une mauvaise inspiration. Oh, quelle bonne inspiration il a, ça sent, mon père. J'y pensais pas, moi non plus. Après ça, on pense pas à tout. Joseph, je vais mettre le couvert au numéro 8. Ah non, pas au numéro 8. Bon, très bien, au numéro 9. Non, pas au numéro 9. Ben alors où ça? Madame, ici. C'est une antichambre, on voit tout le monde vous voit. C'est extrêmement commode. Ben, dans 5 minutes, vous serez servi.
Quelle drôle d'idée, il prend 2 cabinets, il dans le couloir. Il sort. Ça commence à pas être drôle. J'aurais mieux fait de rester dans l'omnibus. Ah, que je suis donc content de vous avoir rencontré. Ben moi donc, j'allais dîner seul, j'étais triste, puis je me disais, oh mon Dieu, si je pouvais rencontrer mon beau-père. Ah ben moi je me disais, fasse le ciel, que je rencontre mon gendre, cher ami. Si vous saviez le plaisir que vous me faites, la sonnette du cabinet 8 commence à s'agiter. Bing, là que ça commence. Ton numéro 8. Ça sonne au numéro 9. Non, ton numéro 9. Ce sont des gens qui sonnent. Ah, vous croyez? Ah oui. Chez le restaurateur, quand on veut appeler le garçon, on sonne. On voit que vous avez l'habitude. Oui, c'est la première fois. Ben moi la dernière. Et puis on sonne de plus en plus fort. Mais elle est enragée, elle va pas finir. Alors, pour distraire un petit peu, comme ça, vers l'étagère. Oh, que voilà un beau melon. Non, merci, ça me dérange quand j'y mets pas de sucre. La crise approche, je suis en eau. Beau-père! Alors ils parlent très fort tous les deux pour couvrir le bruit des sonnettes. Vous avez lu La Patrie? Non, mon gendre. Figurez-vous qu'il y a un couvreur qui est tombé du 7e étage. Et on aperçoit la porte du numéro 8 qui s'entrouvre. Fichtre, dit Paul. Il se précipite contre la porte, qui cale comme ça, de toute sa force, en s'appuyant contre. Et à ce moment-là, la porte du numéro 9 s'entrouvre aussi. Alors, Saturnin se précipite, et ils sont tous les deux comme ça, face à face, collés contre la porte, en train d'essayer de la retenir. Et il s'est fait mal. Qui ça? Le couvreur qui est tombé. Qu'est-ce qui s'est cassé? Rien. Ah si, son échelle. Comme ça. Oh, mais c'est un Hercule que j'ai invité à dîner. Joseph. Il arrive avec une table servie. Ces messieurs sont servis. Sac à papier, impossible de me coller de là. Quelle position? Ah, je voudrais avoir un sac de place pour murer la porte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, là. Si ces messieurs veulent prendre place, Paul toujours collé contre la porte. certainement. L'autre, tout de suite. Allez, mon gendre, allez. Non, après vous, beau-père, pas de façon, je vous en prie. Oh, quelle idée, dit Paul. Il retourne la clé, ce qui fait que la porte est fermée à clé. Pendant ce temps-là, Saturnin, oh, je la verrouille. Paf. Joseph, j'ai mis 4 couverts. Pourquoi 4 couverts? Nous sommes que 2. 1 et 2, 2 et 1, ça fait 2. Ben, je croyais. Mais assez. Mon Dieu, que ce garçon sert mal. Qu'est-ce que vous servez mal? Allons, prenons place. On appelle ça une partie fine. Je m'attends à un grand scandale. Souhaitez-vous un peu de potage? Oh, merci, j'ai beaucoup mangé. Et vous? Je suis pas en train. Garçon, enlevez le potage. Je vais le faire dîner au galop. Alors, un morceau de turbo? Ah, merci, alors, jamais de turbo. Ah, moi non plus. Garçon, enlevez le turbo. Joseph, il n'a pas de chance, le turbo. Paul, jusqu'à présent, ça va. Bon. On est très bien ici. Vous voyez, la cuisine est bonne. On entend donner des coups de pied dans les portes 8 et 9. Allons bon, je commençais à l'oublier. J'ai envie de casser une assiette, ça couvrira le bruit. Dites donc, dit Joseph, vous entendez? Oui, mais ce sont les maçons. Ah, moi, je prenais ça pour un ordre de barbarie. Et cuvée de caille à la milanaise. Elle a peut-être faim, ma fleuriste. Je vais lui envoyer quelque chose. Alors, il pose la main sur le plat, mais Paul pique la caille avec sa fourchette et la met dans son assiette. Saturnin reste avec le plat vide dans les mains. Et Paul ajoute un énorme morceau de pain et dit là, voilà son petit tas. Saturnin, dans l'assiette vide, met des radis, dans un je sais pas si elle aime les radis. Paul, et à boire. Les mains de Paul et de Saturnin se rencontrent sur la bouteille. Ah, permettez-moi de vous offrir. Non, je vous en prie, mais si. Il verse très peu de vin à Saturnin, puis il garde la bouteille qu'il comble avec de l'eau de la carafe pour s'adulciner. Beau-père, avez-vous lu La Patrie? Oui, celle du soir, dit Saturnin. En regardant son verre, je ne peux pas lui envoyer ça. Oh, du beurre, je vais lui faire une tartine. Paul à Joseph, porte ça au numéro 8, tu fermeras et tu me rapporteras la clé. Joseph y va. Saturnin, là, avec un peu de sel. Oh, ça précise, c'est du poivre. Ben, je vais remettre du beurre par-dessus. Joseph revient vers Paul. Monsieur, elle est furieuse. Bah, j'ai pas mis assez d'eau dans son vin, tiens, c'était une bêtise. Saturnin à Joseph. Là, 40 sous, tu portes ça au numéro 9, tu m'apporteras la clé. Sont-ils drôles? Quelle charmante idée, mon père, délicieux. Entre parents, quand on s'aime. Pourvu qu'elle aime le beurre avec du poivre. On entend un grand bruit dans le cabinet numéro 9. Joseph en sort, on ferme vivement la porte, il s'essuie la figure. Qu'est-ce que c'est? Sont les maçons? Et au numéro 8, on entend « Garçon ! Ah, mon Dieu, la voilà qui demande son café !» Paul se lève, Joseph à Saturnin. Elle m'a tout flanqué à la figure. Voici votre clé, mais si vous n'y allez pas, elle menace de tout casser et d'enfoncer la porte. Enfoncer la porte devant mon gendre?
va à Paul, Joseph dit, voici votre clé. Il n'y a plus qu'un moyen de me sauver, c'est de filer, dit Saturnin. Tu dis qu'on me demande? Ah oui, j'ai entendu. Moi, dit Joseph, mais je ne vais pas parler de ça. Mettez-toi donc, mettez-toi donc. Mon gendre, excusez-moi, ce garçon m'annonce qu'une dame très malade, me demande tout de suite. Il va partir. Mais comment donc? Vous gênez pas, beau-père. Quant à moi, je n'oublierai jamais ce charmant dîner. Mon ambition serait de le renouveler souvent. Adieu, adieu. Et il sort en disant, je prendrais bien un bouillon avec une croûte. Paul reste seul. Enfin, je respire. Il est parti. Mais il peut revenir, le muet est filé. Oh, sapristi que j'ai faim, le vilain dîner. Et dans le cabinet numéro 8, on entend Paul! Paul! Oh, tiens, j'oubliais. Il remonte à la porte. Vous impatientez pas, je vais chercher un fiacre pour vous emmener dîner à Agnières. Ouvrez-moi! Nous mangerons de la friture. On se promènera sur l'eau avec des guitares. Vous êtes un monstre! À toi pour la vie. Je lui dis ça pour la calmer. À toi pour la vie! Et il disparaît. Le jeune homme entrouvre la porte. Garçon, il n'est pas vu une dame avec un chapeau vert. Il dit, oh, du monde. Et il refait. Bon. Saturnin entre mystérieusement. C'est encore moi. Mon gendre n'est pas là. Je me suis aperçu à 50 pas d'ici que j'avais emporté la clé du numéro 9. Et cette malheureuse qui est là, avec son poivre. Du numéro 8, on entend oh, c'est impatientant à la fin. Paul! Paul! Paul, le nom de mon gendre, il s'approche du 8. Oh, je vous entends bien, allez. Paul, c'est vous? Une voix de femme. Oui, cher ami, c'est moi. Quand on aime une femme, c'est pas comme ça qu'on dîne avec elle. Oh, vous m'avez plu. Il a donc aimé. Oh, polisson. Un rendez-vous en cabinet, à la veille de se marier. Ça se passera pas comme ça, nous allons voir. Il prend un morceau de craie sous l'ardoise. Il va... C'est pas lui qui fait ça. Il va sur la porte du cabinet numéro 8. Ah, c'est ça ton cabinet. Eh ben, je vais y déposer ma carte. Et il écrit en grosses lettres, vous n'aurez pas ma fille. Voilà. Non, c'est pas tout. Point d'exclamation. Maintenant, délivrons cet enfant. Et il se précipite vers le 9. En cabinet particulier. Ah, le polisson. Oh, le drôle. Paul revient, une clé à la main. Le fiacre est en bas. Ouvrons la cage. Il se dirige vers le numéro 8. Il faut la clé dans la serrure. Eh ben, ça va pas. Pendant que ça tourne au 9, eh ben, il y a quelque chose là-dedans. Paul, allons bon, numéro 9, sac à papier. Le garçon s'est trompé. Saturnin, vous impatientez pas, mon petit chat, c'est un rat. Paul se retourne. Oh, mon beau-père qui cause avec un petit chat. Eh ben, je m'en doutais, il tousse très fort. Ah, qu'est-ce qui va là? Bonjour, beau-père. Bonjour, beau-père. Votre beau-père, je ne le suis plus, monsieur. Ah bon? Lisez, quoi, là? Vous n'aurez pas ma fille. Point d'exclamation. Ah, c'est moulé. Telle est ma volonté immuable. Oh, bah c'est pas gentil. Il lui prend la craie des mains. Permettez, il va à la porte numéro 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Paul écrit, je le dirai à votre femme. Monsieur, point d'exclamation. Mais monsieur, telle est ma volonté immuable. Ah, ma femme, vous voyez me faire peur? Je suis sans tache, moi, monsieur. Ah oui? Regardez le petit chat que vous avez mis là-dedans. Je le connais pas. Eh ben, on va voir, puisque j'ai la clé. Comment? Numéro 9, vous avez le 8, c'est un chassé croisé. Voyons le chat. Ah non, un instant. Saturnin prend une serviette et il va tout doucement effacer ce qu'il a écrit. Paul prend aussi une serviette et il va effacer de l'autre côté en disant écrire sur les murs, c'est excessivement commun. C'est intelligent. J'aurais un gendre intelligent. Dis donc, Saturnin. Quoi, Paul? Elle est gentille, la tienne? C'est mon notaire, monsieur. Bah, moi, c'est mon avoué. Joseph entre, avec un châle à chaque bras et un chapeau de femme sur chaque toit. Voilà les châles et les chapeaux de ces dames. Ah, maladroit. Ben, dis donc, elle se met bien, votre notaire. Ben, comme mademoiselle votre avoué, dites donc. Saturnin, Paul. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais le dîner que nous vont faire m'a creusé. C'est nos recommencions. Mais seul. Qu'est-ce que vous penseriez d'un petit perdreau truffé? Je pense qu'il en faudrait 2. Garçon, un cabinet. Et en attendant, un verre de madère. Ah oui, monsieur, mais si ces dames demandent quelque chose, il lui donne les clés. Tu leur donneras la liberté. Ce bienfait des dieux. Mais si elles ont faim. Ah oui, c'est juste. Saturnin, qu'est-ce qu'elle aime, votre marquise de la Fourchette? Madame, un petit peu les sucreries? Très bien. Du bœuf au chou pour 2. À table, beau-père. À table, mon gendre. Et pendant que le rideau tombe, la musique éclate, puisqu'en France, en principe, tout finit par des chances.